Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on explore un sujet vraiment passionnant, les liens, parfois très profonds, entre l'art, la créativité et puis notre bien-être, tout simplement. Pour nourrir notre réflexion, on a un article scientifique assez costaud, plein de références, et aussi quelques résumés de livres qui parlent d'art-thérapie, de créativité. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est de comprendre comment des activités créatives, même toutes simples, eh bien, elles peuvent influencer notre santé, mentale, physique. On va essayer de voir un peu la mécanique derrière tout ça, les aspects scientifiques, et puis surtout comment on peut intégrer ça dans nos vies, facilement, sans pression. Et pour commencer, un truc qui m'a marqué dans les sources, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS elle-même, elle prend ça très au sérieux. Elle parle des bienfaits de l'art pour la santé, mais elle suggère même que ça pourrait jouer un rôle dans la lutte contre certaines maladies chroniques, non transmissibles. Oui, c'est assez frappant comme prise de position. Ça montre que le sujet dépasse le simple hobby. Carrément. Et autre chose, apparemment, quelques minutes seulement de création artistique, hop, ça peut faire baisser le niveau de stress. De façon mesurable. C'est fou, non? C'est fascinant, oui. Ça touche directement notre physiologie. Bon, alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. L'art, c'est plus qu'un passe-temps, on le sent bien. C'est de plus en plus vu comme un vrai soutien pour la santé mentale, le bien-être général, parfois même en complément des approches médicales, disons, plus classiques. Tout à fait. Et l'OMS, comme vous le disiez, confirme cette vision. Elle met en avant les bénéfices potentiels, même face à des problèmes de santé publique importants. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne concerne pas que la pratique, créer soi-même, le fait de regarder une œuvre, d'écouter de la musique. Oui, l'engagement passif, la contemplation, ça joue aussi. Ça contribue au sentiment de bien-être subjectif. C'est un point important. Alors justement, si on regarde un peu sous le capot, c'est quoi le mécanisme principal? Comment ça marche? Le mécanisme souvent cité, c'est la capacité de l'activité créative à nous aider, à réguler nos émotions. En gros, ça nous donne des outils pour mieux gérer ce qu'on sent et pour réduire le stress. D'ailleurs, le simple fait d'être curieux, de s'ouvrir aux arts, ça semble déjà avoir un impact positif sur la santé mentale. Ah oui, juste la curiosité? Oui, cette ouverture d'esprit. Mais l'acte de créer, lui, va plus loin. Il sollicite le cerveau d'une manière, disons, spécifique. On a des études qui montrent une baisse quantifiable du stress et un apaisement de l'anxiété. C'est très visible en art-thérapie, par exemple. D'accord. Et quand on dit solliciter le cerveau, ça veut dire quoi concrètement? C'est juste que ça nous distrait ou c'est plus profond? Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est plus profond. Les neurosciences nous montrent que l'art peut littéralement remodeler notre cerveau. Ah oui, carrément. Oui. Ce n'est pas juste une distraction. S'engager dans une activité artistique, ça peut influencer notre chimie interne, favoriser la libération de certaines hormones, celle du bien-être, on va dire, et réduire celle du stress. D'accord. Une sorte de transformation positive. Exactement. Et le point crucial, qui revient souvent dans les sources, c'est que c'est accessible à tout le monde. Pas besoin d'être un artiste né. Ça, c'est important. Oui. Que l'on ait 8 ans ou 80 ans, qu'on dessine des bonhommes ou qu'on fasse de la sculpture. Le processus lui-même est bénéfique. Pas besoin de talent particulier. Ok, super intéressant. Alors, cette histoire de cerveau qui se remodèle, d'hormones anti-stress, c'est quand même étonnant qu'une activité comme, faire de l'aquarelle puisse avoir un effet biologique aussi direct. Eh bien, c'est justement ce que la recherche explore de plus en plus. Le mot-clé, c'est la neuroplasticité. La neuroplasticité. Oui, cette capacité incroyable qu'a notre cerveau de se modifier, de créer de nouvelles connexions, tout au long de la vie. Un peu comme un muscle qu'on entraîne. D'accord. Et l'art, l'engagement artistique, ça stimulerait cette plasticité. L'art-thérapie, par exemple, on l'étudie de plus en plus sous cet angle neuroscientifique, pour comprendre comment ça agit sur les circuits liés aux émotions, au stress, à la mémoire. Et c'est ça qui expliquerait la baisse de l'anxiété, du stress dont on parlait? C'est une des hypothèses fortes, oui. Cette réorganisation cérébrale pourrait expliquer la diminution durable de l'anxiété et du stress observés dans pas mal d'études. Donc, on parle bien d'amélioration concrète de la santé mentale, liée à cette capacité d'adaptation de notre cerveau. Et l'état de flow, là, cet engagement profond où on est complètement absorbé, ça joue un rôle là-dedans? Ah oui, absolument.
Cet étau d'immersion totale, où on ne voit pas le temps passer, ça semble être un catalyseur puissant. Un accélérateur de bienfaits? On peut dire ça comme ça, oui. C'est souvent dans ces moments de concentration intense que les effets sur la réduction du stress et la réorganisation du cerveau seraient les plus forts. Le cerveau fonctionne différemment à ce moment-là. Ça favorise la créativité, la résolution de problèmes et un vrai sentiment de satisfaction. Et ça aussi, c'est accessible à tous? Oui, c'est ce que les sources suggèrent. Pas besoin d'être un grand maître. On peut atteindre cet état dans des activités créatives très variées, très simples. Bon, les mécanismes sont passionnants, c'est vrai. Mais alors, pour les gens qui nous écoutent, concrètement, quels sont les bénéfices qu'on peut observer? On a parlé stress, anxiété... En effet, la réduction du stress et de l'anxiété, c'est parmi les effets les mieux documentés. Grâce à l'influence sur les hormones, la régulation émotionnelle, les interventions artistiques montrent des améliorations générales de la santé, un vrai soutien pour la santé mentale globale. Mais ça ne s'arrête pas là. Un des gros avantages de l'art, c'est que c'est un moyen d'expression non verbale. Ah oui, c'est vrai. Pour les personnes qui ont du mal à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent, sur des émotions difficiles, des traumatismes parfois, l'art devient une autre langue, un moyen de traiter, d'intégrer ces expériences. C'est puissant, cette idée de langue alternative. Et est-ce que ça joue aussi sur la confiance en soi, par exemple? Ou le rapport aux autres? Tout à fait. Le simple fait de créer quelque chose, de voir une idée prendre forme sous ses doigts ou sur le papier, ça peut être incroyablement valorisant. Ça booste l'estime de soi. Et ça contribue à une meilleure qualité de vie, c'est sûr. Et puis, il y a la dimension sociale qui est très importante. Ah oui. Oui, l'OMS le souligne aussi. Les bienfaits vont au-delà de l'individu. Participer à des ateliers créatifs en groupe, par exemple, c'est un excellent moyen de rompre l'isolement, de créer du lien, de renforcer ce sentiment d'appartenance. D'accord, l'aspect collectif. Exactement. L'art stimule des processus de bien-être à la fois psy et physique. Et le groupe amplifie souvent ça. Et encore une fois, comme c'est accessible... Potentiellement, ça peut toucher beaucoup de monde. Voilà. Alors justement, les applications pratiques. J'ai vu passer ce terme, l'art sur ordonnance. Ça fait un peu science-fiction, mais apparemment ça existe. Au Royaume-Uni, au Canada, même en France. C'est quoi exactement? Le médecin nous prescrit une visite au musée? Ah, c'est un peu l'idée, mais en plus structurée quand même. Souvent, ce sont des programmes où les soignants orientent leurs patients vers des activités culturelles ou artistiques, en complément du traitement habituel, attention. Par exemple, pour une dépression légère ou modérée, de l'anxiété. D'accord, c'est un complément. Oui, ça peut être des ateliers peinture, écriture, musique, des visites guidées, ou même des activités à faire chez soi. L'idée, c'est d'utiliser le potentiel de l'art de manière organisée, parfois même en dehors du système de santé strict. Et il y a des recherches, bien sûr, pour évaluer si ça marche. Et ça marche-t-il? Les retours sont globalement très positifs, oui. Ça confirme les effets bénéfiques dont on parle. Donc on n'a pas forcément besoin d'attendre une ordonnance pour essayer, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, simplement? Exactement. C'est ça le message clé. L'accessibilité. Pas besoin d'attendre un programme officiel. Des trucs tout simples peuvent déjà faire une différence. Tenir un petit carnet de dessin, essayer le coloriage pour adultes, ça a eu un succès fou et c'est pas pour rien. S'initier à la poterie, écrire un peu chaque jour, ou même simplement prendre le temps de regarder une œuvre qui nous parle, qui nous touche. Créer ou contempler, les deux marchent. C'est ce que les sources indiquent, oui. L'engagement actif et l'engagement passif ont tous les deux leurs vertus. Et pas besoin d'y passer des heures. Des sessions courtes, genre 20 minutes, 45 minutes, ça semble déjà suffire pour voir des effets sur le stress, l'humeur. Ah oui, c'est encourageant ça. Oui, la régularité est peut-être plus importante que la durée à chaque fois. C'est vrai que les exemples cités dans les sources sont parlants. Cette femme Bénédicte qui, après un choc, trouve dans le contact avec l'argile un moyen de s'ancrer. Oui, de retrouver son souffle. Ou Claire qui utilise la peinture pour gérer son anxiété. Et puis cette étude de l'université Drexel. Ah oui, elle est souvent citée. 45 minutes de création libre et hop, 3/4 des gens ont moins de cortisol, plus détendus. Beaucoup disaient aussi mieux comprendre leurs émotions, avoir moins de pensées qui tournent en boucle. Voilà, ça illustre bien que ce ne sont pas juste des petits passe-temps. Ça peut être de vrais outils pour améliorer le quotidien, la santé mentale. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on voit fleurir tous ces livres type Dessine ta vie ou Libérez votre créativité. Exactement, ça répond à un besoin, à une intuition que beaucoup de gens ont. Ok, alors, si on devait résumer un peu les points clés avant de finir, on a vu l'impact sur le stress via le cerveau, les hormones, l'aide pour réguler les émotions, la reconnaissance par l'OMS quand même des bénéfices pour la santé globale, et l'aspect social aussi. C'est ça. Et pour quelqu'un qui voudrait commencer, ce serait quoi les étapes? Choisir un truc qui plaît?
Oui, surtout qui fait plaisir. Ouais, y consacrer un peu de temps régulièrement, même court, et être constant. Peut-être juste observer ce qui se passe en soi, sans juger. C'est une excellente synthèse. Mais, et c'est vraiment fondamental, il faut ajouter une mise en garde importante. Ah oui, laquelle? Il faut être très clair. L'art-thérapie, les activités créatives, c'est formidable, mais ça ne remplace jamais une prise en charge médicale ou psy-professionnelle, surtout en cas de troubles sérieux. D'accord. Pour une dépression sévère, par exemple? Exactement. Ou un trouble anxieux nageur, un trauma lourd. Dans ces cas-là, l'art vient en complément. Il enrichit le parcours de soins, idéalement en lien avec les médecins, les thérapeutes. C'est un plus, pas un substitut. Précisément. Le premier réflexe face à une vraie détresse, ça doit rester de consulter un professionnel de santé. Ensuite, oui, l'art peut s'intégrer et faire beaucoup de bien. Mais il faut vraiment garder cette vision intégrée, responsable. Éviter de laisser croire que colorier un dessin va guérir une maladie mentale grave. Ce serait dangereux. Merci, c'est une précision absolument essentielle. Voir l'art comme un outil puissant dans un parcours, pas comme la solution miracle unique. Donc, le message final, ce serait que l'art, la créativité, sous toutes leurs formes, eh bien, ce sont des ressources accessibles et dont on comprend de mieux en mieux les bienfaits sur l'humeur, le stress, même le physique, validés par la science. Une piste à explorer, quoi. Sans pression, juste pour voir. Exactement. Pour voir ce que ça nous apporte personnellement. Et peut-être une dernière idée pour ouvrir la réflexion. Et si on se disait que le processus créatif lui-même, le fait de faire, d'essayer, de chercher, peu importe le résultat final, et si ce processus était une sorte de miroir, ou même d'entraînement, de cette fameuse neuroplasticité dont on parlait? Intéressant. Comme si, en manipulant la matière, les couleurs, les mots, on exerçait aussi symboliquement, et peut-être même un peu physiologiquement, la capacité de notre cerveau à s'adapter, à se réparer, à trouver de nouvelles solutions face aux défis. Une sorte de résilience en action, accessible par nos mains, notre imagination. C'est une très belle perspective pour conclure. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration avec nous. Merci à vous. Et merci à notre auditrice ou auditeur pour son écoute attentive. On se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion.